Donc, si mes souvenirs sont exacts, on avait la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, parlé de preuve de finitude, si je ne me trompe pas, avec les variantes boucles, et ce fameux théorème qui est qu'il n'existe pas de suite à valeur dans n strictement croissante et minorée ou strictement croissante majorée. Vous vous souvenez de cette histoire? D'accord, c'est bon. Et donc maintenant, on va voir aujourd'hui les notions de correction. D'accord. Donc je vous explique comment ça marche, comment ça se rédige, et on va voir un peu comment ça tourne. Donc je ne sais absolument pas, comme d'habitude, où j'en suis dans mon plan, mais je suis sûr que vous savez. Un petit 2, un petit 3, un grand 3, il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas de petit, on en a faux. Donc un grand 3, c'est ça. On passe au grand 3. Euh, Preuve de correction. Alors, la preuve de correction, c'est un truc assez con, mais dans le principe, c'est de prouver que votre algorithme fait bien ce que vous lui avez demandé. Autrement dit, que la façon dont vous avez codé votre algorithme correspond bien aux objectifs que vous avez au départ. Je rappelle que la définition d'un algorithme, c'est quand même d'avoir un truc systématique. Ce qui est toujours intéressant dans les preuves... Alors, je vais le faire le sens, ce qui est toujours pénible dans les preuves de correction, c'est que si vous voulez le faire sur des algorithmes simples, c'est vraiment sortir un formalisme extrêmement compliqué pour, en général, des choses un peu triviales. Mais si vous avez un algorithme qui est un peu compliqué, ça vaut vraiment le coup. Par contre, ce qui est assez sympa, c'est que si vous vous attachez à faire une preuve très très correcte, vous allez voir en fait les exceptions à votre algorithme. Partout où ça marche pas. Les fois où il faut faire ah mais là en fait j'aurais dû spécifier que, ou en tout cas je peux pas faire ça parce que, etc. etc. Ok, donc l'idée est la chose suivante. Donc en fait, une preuve de correction a pour but. Donc une preuve de correction a pour but de vérifier que le codage de l'algorithme renvoie bien. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant, d'accord? C'est vraiment ce qui se passe à l'arrivée. Renvoie bien le résultat attendu. Alors en fait, là, on va passer à un niveau d'abstraction qui peut-être est un peu compliqué, qui est la chose suivante. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démonstration par récurrence, mais sur une propriété. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu les variantes boucles, d'accord, qui étaient en fait en général une grandeur, et on essayait de trouver les valeurs à chaque étape de ce variante boucle. Là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trouver une propriété qui se propage. D'accord. Et cette propriété-là, elle porte un nom, ça s'appelle une variante boucle. Alors l'idée est la chose suivante, donc je vais vous montrer un exemple après, mais voilà. Ceci se fait en général en démontrant, souvent par récurrence sur K. Alors K c'est le même que celui du paragraphe précédent, d'accord. Vous vous souvenez, K c'était le numéro de l'étape avec K égale 0, ce qui se passait avant n'importe quelle boucle. Dépêchez-vous. Vous vous souvenez de K? C'est bon, la Kème étape. Ok. Par récurrence sur K, une propriété P, je vais l'appeler P, alors qui sera trivial à K égale 0, c'est-à-dire au début de l'algorithme, d'accord, sera vrai quel que soit K, c'est-à-dire qu'elle va se propager au fur et à mesure des étapes. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que tel que... Je l'avais noté comment l'étape finale? Je l'avais noté grand N, si je ne me trompe pas, dans les paragraphes d'avant. Oui, j'avais noté ça grand N, si je me trompe pas. Tel que P grand N correspondent à l'objectif de l'algorithme.
Donc P grand N, c'est la propriété, en fait, à... alors, ce que ça veut dire, c'est P à la fin. Oui. On va faire une récurrence. Alors, c'est un peu particulier comme rédaction, je vais l'écrire là. Alors, la récurrence, c'est pas forcément forte, c'est pas obligatoire. Très souvent, on va le faire comme ça. Tu vois, je vais l'écrire, puis on va rediscuter. Donc, souvent, alors, on montre, mais en général. Alors, donc, déjà, pardon. On note P indice K, la propriété, ou disons sa version de la propriété, puisqu'il va y avoir des variables qui vont changer à l'intérieur, d'accord? La version de la propriété, la version de P, à la fin de l'étape K. D'accord? Donc ensuite, bah, c'est pas très compliqué. En général, alors, on montre P0. Très souvent, c'est relativement simple. C'est juste ce qui se passe au départ. Voilà. Et là, c'est là où je vais répondre à ta question, Elias. On montre que, quel que soit K, tel que K plus 1 est atteint par l'algorithme, autrement dit, tel que K plus 1 est inférieur ou égal à N. Tout simplement parce que, comme votre algorithme se finit, vous savez, une récurrence, quand vous faites ça en maths, c'est pour tout K appartenant à N. Ça va jusqu'à l'infini. Il s'avère que ici, comme votre algorithme est fini, et ben c'est pas du tout pour tout K appartenant à grand N, tout simplement parce qu'en vrai, ça s'arrête. Et donc, en gros, ce qui est intéressant, c'est que on fait en général, moi je l'écris comme ça, mais ça veut dire aussi pour tout K appartenant à 0, grand N-1, ça revient littéralement même. Mais l'idée, c'est qu'en fait, la propriété K plus 1 doit être atteinte par l'algorithme, sinon ça ne marche pas. Donc, on montre en fait que PK implique PK plus 1. Donc là, c'est une récurrence simple. Si vous en avez besoin, vous pouvez effectivement faire une récurrence forte. D'accord? Je vous rappelle que de toute façon, il n'y a pas... une récurrence simple est aussi une récurrence forte. Donc si jamais vous avez envie, vous passez à la récurrence forte, vous sortez la grosse artillerie, et vous ne posez pas de questions. Monsieur Olivier a dû vous apprendre ça. C'est pas élégant, mais vous pouvez toujours supposer la récurrence forte. Voilà. C'est pas très élégant. D'accord. Donc on monte ça. Et donc vous voyez que si vous avez P0 et ça, et ben en fait, ceci implique alors que Pn, je ne sais pas comment M. Lévy dit P0 tout, on monte P0 ou on montre que P0 est vrai. Je m'adapte. On montre alors, ceci implique alors P grand N. Et comme P grand N correspond au but de votre algorithme, eh bien ceci, littéralement, vous permet d'avoir ce truc-là. Donc ça, c'est la version très, très compliquée, d'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est je vais vous donner deux exemples pour que vous voyez comment ça fonctionne sur des algorithmes de base. Alors, il y a un algorithme qu'on va voir après, donc à la fin de ce cours sur l'algorithmique, il y a un certain nombre d'algorithmes, il y aura une liste d'algorithmes que je veux que vous sachiez coder, d'accord? Ça en fait partie. Et on va regarder un peu comment ça se passe. Mais c'est juste sûr de vous montrer un peu deux versions du même problème. D'accord? Donc je vais vous donner deux exemples pour que vraiment vous compreniez comment ça se rédige dans le principe. Et surtout pour que vous voyez aussi que ça peut être très lourd pour des choses relativement simples. Donc exemple 1, maximum d'une liste non vide de nom. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc la description est simple. On dispose d'une liste non vide, d'une liste que je vais appeler grand L, non vide de nombre. Voilà. Et on en cherche le maximum. Alors la version Python que je vais vous donner maintenant, donc en gros je ne donne pas l'algorithme, je donne directement l'implémentation. Donc vous avez une fonction
fonction qui prend comme argument une liste et qui va retourner un flottant. On est d'accord? Voilà. Donc le truc est relativement simple. Je vais introduire un nombre grand M que je vais définir comme L de 0. Et ensuite, je vais faire la chose suivante. For I in range. Alors, je sais pas comment je vais faire. Alors, je vais mettre 4 et on va faire ça. 1, len de L. D'accord. Je vais continuer là-haut. If L de K est strictement supérieur à grand M, alors M est égal à L de K. Et à la fin, on retourne grand M. Donc j'ai juste sauté, enfin voilà. Alors le principe de l'algorithme est relativement simple. En fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez au départ le premier élément de la liste, d'accord, l'élément 0. Ensuite, vous scannez tous les éléments au-delà de celui-là, d'accord. Et si jamais vous tombez sur un élément lors du scan qui est strictement plus grand que celui que vous avez retenu, et bien vous remplacez celui que vous avez retenu par cet élément-là, ce qui fait qu'il est à nouveau le plus grand. Et à la fin, vous retournez l'élément le plus grand que vous avez croisé. Donc ça, c'est un algorithme que vous devrez connaître par cœur à terme. C'est l'algorithme de recherche d'un maximum. Si on recherche un minimum, qu'est-ce qu'il suffirait de modifier? Juste voir si vous suivez un peu ce qui se passe. Voilà. C'est bon. Le truc ici. D'accord? Voilà. Alors, mon invariant de boucle va être le suivant. D'accord? Voilà, donc je vais essayer de prouver que ce truc-là marche. Alors, là, vous voyez qu'on va sortir une démonstration hyper compliquée pour un truc quand même. Enfin, bon, on comprend que ça marche, quoi. Je veux dire, il n'y a pas trop de problème, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? Donc, on définit. Et là où c'est hyper compliqué, c'est les embrouilles sur les indices. D'accord? Ça, c'est vraiment un truc épouvantable. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe. On définit PK. Donc c'est une propriété, d'accord? Ok. Donc, à la fin de la boucle K, donc tout le monde comprend cette notation? M indice K, toujours les mêmes notations, c'est la valeur de la variable grand M à la fin de la kème itération, d'accord? M indice K est le maximum de, de L, compris entre 0 et, si je dis pas de conneries, K plus 1. C'est ça. Voilà. Oui. Le if, il est indenté dans le for. Le if, il est dans le for, hein, c'est pour ça que j'ai mis une petite barre. Et le return, il est au niveau du... Non, il est un peu... Ouais. Il est complètement à l'extérieur, quoi. Il est là, pardon. C'est au niveau du def. Voilà, il est au niveau du def. Il est là. Il est au niveau du for. Hein. Ah, du for. Il est au niveau du for. Vous voulez que je mette un petit trait là? Voilà. Il est forcément dans la fonction. Voilà. D'accord? Voilà ma propriété PK. On est d'accord? Alors, encore une fois, et ça c'est un truc que je vous recommande de faire, K désigne toujours la fin de la boucle. On est d'accord? C'est bon là-dessus? Oui. Alors que je n'ai pas bien écouté l'écriture L, liste. Ça c'est la sous-liste. De points. C'est la sous-liste qui part de l'indice 0 inclus à l'indice K plus 1 exclu. D'accord. Donc deux points, ça veut dire... C'est une notation Python standard que tu es censé connaître par cœur depuis le 1er octobre. L'extraction d'une sous-liste. Si, je te jure. On est d'accord? Voilà. On est d'accord. Alors déjà, oui. Parce que l'étape 1 est pour k égale 1. Et donc à la fin de cette première étape, ce sera 0,2. Et donc pour que ceci est exclu, hein, d'accord? Donc ça donne bien 0,1 à la fin. Alors, déjà, première question, avant de faire une preuve de correction, il faut forcément que vous fassiez une preuve de finitude. Est-ce que ici, il y a besoin de faire une preuve de finitude? Non, pourquoi? Parce que c'est une boucle, enfin, il n'y a pas de while plus exactement, d'accord? Ici, c'est une boucle for,
Vous vérifiez que vous n'avez pas fait n'importe quoi, autrement dit que vous ne modifiez pas l'objet itérable en cours de route. Ça a l'air d'être relativement propre. Donc la preuve de finitude, elle est triviale. Au sens où il n'y a pas de raison de rester coincé dans la machine. Par contre, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la valeur de grand N. D'accord? Donc, à la fin, que vaut grand N? C'est-à-dire quelle est la... En fait, on va faire combien d'étapes ici? Alors, si ça c'est la première étape en partant de 1, la dernière valeur de L, ce sera N de L moins 1, d'accord? Puisque ça c'est exclu dans cette histoire-là. À la fin, grand N est égal à N de L moins 1. On est au clair là-dessus? Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'avant de faire la démonstration proprement dit, on va essayer de vérifier que... Alors, bien sûr, alors petite remarque, des démonstrations de correction, j'en ai vu extrêmement rarement dans les concours, c'est très rare, et très souvent on vous donne l'invariant de boucle, d'accord? J'ai oublié de dire que ça s'appelait un invariant de boucle, la propriété, il faut que je l'écrive quelque part. Je ne l'ai pas écrit, on est d'accord? Voilà. Donc la propriété, ça s'appelle un invariant de boucle, parce qu'à chaque boucle, elle reste constante. J'écrirai tout à la fin, mais vous m'y faites penser. Donc en général, l'invariant de boucle, on va vous le donner, d'accord? Donc souvent, vous n'avez pas à le deviner. Moi, bien sûr, là, je le devine. D'accord? Et l'idée, c'est de vérifier déjà que votre invariant de boucle sert à quelque chose. Donc moi, ce que j'aime bien faire, dans l'ordre, c'est d'abord de regarder ce que vaut P indice N, indice grand N. D'accord? En fait, autrement dit, alors on va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors, on est parti. On a P indice grand N, ça serait écrit comment? Donc il suffit simplement de remplacer K par grand N, d'accord? Donc, ça veut dire que M indice grand N, alors, est le maximum de la liste allant de 0 jusqu'à n, alors, grand N plus 1. D'accord? Pour l'instant, je remplace complètement connement cette histoire-là. D'accord? Donc, si je l'écris autrement, M indice grand N, c'est M à quand, en fait? C'est au milieu de l'algorithme, au début, à la fin? Ouais. C'est à la fin, d'accord? Donc, P de N, je vais l'écrire comme ça, P grand N, c'est que M à la fin, autrement dit, ce qu'on retourne, vous avez remarqué, est le maximum de... C'est quoi la liste? Donc, grand N plus 1 vaut quoi? Vaut l'N de L, d'accord? De 0 jusqu'à l'N de L. Et c'est quoi la sous-liste allant de 0 inclus jusqu'à l'N de L exclu? Ouais, Alicia. Oui, c'est la liste complète, on est d'accord? Vous prenez tous les éléments, d'accord? Ce truc-là, là, soit de L. Donc, autrement dit, si on arrive à prouver P de N, on arrive à prouver que notre algorithme est juste. Parce que, effectivement, M, ce qu'on retourne, est bien le maximum de L. Donc, si vous arrivez à prouver P indice grand N, vous avez prouvé la correction de votre algorithme. On est d'accord? Je peux fermer la porte, ouais. Vous comprenez comment ça marche cette histoire? Donc là, je vérifie la pertinence de mon choix. C'est-à-dire, est-ce que l'invariant de boucle que j'ai choisi, il est intelligent ou est-ce qu'il n'a rien à voir avec le problème? Là, ici, si j'arrive à prouver P indice grand N, j'ai prouvé que mon algorithme fonctionne, j'ai prouvé que j'ai raison de retourner grand M, et que grand M contient bien, à la fin de l'algorithme, le maximum de ma liste, et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que je cherche à faire. Vous voyez le premier principe déjà? Donc ça, c'est comme ça qu'on choisit l'invariant de boucle. Tout le monde suit là? Sûr? C'est bon? Ouais, bien. Pourquoi il a perdu l'indice, le M? Parce que 1 moins 1 plus 1, ça fait 0. Et du coup, ça sert à rien de mettre le M. Je vois pas le rapport. Bah, il y a N. Il y avait M de N, et après c'était M de N. Où ça? En blanc. Ah oui, mais ça, c'est M à la fin. C'est pas le même du coup? Bah si, c'est le même. C'est pour ça que j'ai remplacé M indice grand N par M à la fin. Voilà. En gros, je dis que M grand N, ça, c'est M à la fin. Et que ça, c'est la même chose que ça. Voilà, en gros, je le reparaphrase. Je paraphrase mon truc pour
vraiment bien voir que c'est bien ce qui se passe à la fin. On est OK là-dessus? Voilà. Alors maintenant, on va faire la démonstration, d'accord? Donc là, c'est une démonstration par récurrence très simple. Donc, alors je sais que vous avez des noms, vous appelez ça l'initialisation, je sais jamais. Initialisation, vous mettez un LI, d'accord, on s'en fout un peu. Donc en gros, est-ce qu'on a P0? Oui. Effectivement, en fait. Alors P0, je vais l'écrire, d'accord? Voilà, en fait. Je vais plutôt le faire comme ça. Je vais le reparaphraser très bêtement. P0, c'est que M de 0, qui, pour reprendre la conversation que je viens d'avoir avec Yann, c'est grand M avant qu'on rentre dans le... avant qu'on rentre dans la boucle, c'est grand M au début de l'algorithme, d'accord? C'est un reparaphrasage. Et le max de L compris entre 0 et quoi? D'accord, je prends ça là, et je remplace K par 0 à chaque fois. Et 1, d'accord? Ça c'est quoi en fait? C'est une liste de quelle taille? C'est une liste de taille 1. Ça c'est tout simplement le... C'est une liste d'un seul élément, on est d'accord? Et elle contient quoi? Bah M0. Donc forcément, un élément est très souvent le maximum d'une liste qui ne contient que cet élément. On est d'accord? C'est un peu trivial comme truc. On est d'accord? Si vous avez la liste qui contient 2, quel est le plus grand élément dedans? Bah, c'est 2 quoi. On est d'accord? Donc trivialement, il utilise trivialement, hein, monsieur Lévy? On est d'accord? Que trivialement on a P0. Ok? Alors petite... Voilà. Alors souvent les cas triviaux c'est comme ça, ou alors quand vous partez d'une liste vide pour d'autres choses, vous avez souvent des résultats hyper simples en fait et hyper évidents. D'accord? Donc ça c'est la première étape, et ensuite on suppose PK, si je me souviens bien, d'accord? Avec K appartenant à 0, grand N-1. D'accord? Si vous l'écrivez comme ça en maths, vous mettez pas, on suppose qu'il existe un K appartenant à machin, donc vous le mettez directement comme ça. D'accord, ok. Je vais essayer de copier monsieur Lévy. Soit K appartenant à ça, on suppose PK. D'accord. Donc ça, je fais une récurrence simple, je fais pas une récurrence forte, si vous voulez. D'accord? C'est comme ça que vous rédigez ça en maths? C'est juste histoire que je me mette dans les souliers de monsieur Lévy, après on s'en fout, c'est à peu près la même chose. Si vous avez besoin d'une récurrence forte, vous faites, on suppose que quel que soit K appartenant à 0 et moins 1, PK. D'accord? Voilà. Moi avant je mettais trop de quantificateurs, donc je me suis fait disputer, quoi. Moi, je disais, on suppose qu'il existe un K appartenant à 0 n-1, et en fait il dit ça sert à rien. Donc voilà. Okay. Enfin, il y en a un de toute façon. Le n-1 est important ici, contrairement à ce que vous rédigez en maths par contre, parce que pour le coup vous ne faites pas ça pour toute valeur de n, mais pour toute valeur atteignable par l'algorithme. Et comme vous voulez atteindre pk plus 1, il faut impérativement que k plus 1 soit inférieur ou égal à grand n. D'accord? D'où ce 0 grand n-1. D'où le fait, encore une fois, que vous devez faire la preuve de finitude et mettre en avant le grand N qui est la dernière étape, même si vous ne connaissez pas son expression, dire que ça existe, d'accord, pour pouvoir faire un truc comme ça. Voilà. On y va? On suppose PK, c'est-à-dire que MK est le max de L de 0 jusqu'à K plus 1. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Donc vous voyez, c'est des démonstrations qui peuvent être un peu pénibles parce qu'on passe notre vie à mélanger des notations de type mathématique avec des notations de type Python, d'accord, au milieu. Si vous essayez de tout mathématiser, c'est encore pire. Parce que là, il faut écrire la sous-liste qui contient les éléments, donc en général, on tolère de mettre des expressions Python dedans, mais ça peut être vraiment épouvantable. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on est censé faire, si vous avez compris le principe de récurrence? On est censé montrer PK plus 1, d'accord? Donc voilà. Donc on est parti. Et bien en fait, pour faire ça, il faut regarder ça. Il faut regarder ce qui se passe pendant l'étape K plus 1. D'accord? Donc je vous rappelle qu'à la fin de l'étape K, vous êtes ici, au début de l'étape K plus 1 en fait. Et qu'à la fin de l'étape K plus 1, bah, vous êtes à la fin de l'étape K plus 1.
Donc durant l'étape K plus 1, on compare. On compare le K plus unième élément de la liste, si je ne me trompe pas. D'accord? C'est celui-là. Et grand M, indice K, qui était le maximum qu'on avait avant. Donc là, on a deux choix. Soit LK plus 1 est plus petit que MK, auquel cas MK est bien le maximum de l'intégralité des éléments. Soit au contraire, LK plus 1 est strictement plus grand que MK, auquel cas on a trouvé un nouveau maximum. D'accord? Donc, on a deux choix. Soit MK est supérieur ou égal à LK plus 1, auquel cas MK est le max de L allant de 0 jusqu'à K plus 1, puisqu'il est plus grand que tous les éléments de ce truc-là. Soit M indice K est strictement plus petit que LK plus 1. Et là, en fait, vous voyez donc, ça veut dire que LK plus 1 majore LK, et donc il majore tous les éléments de LK par définition du maximum. Oui. Pourquoi ça serait K plus 2 ? Oui, tout à fait. Pardon. Ici, oui. Ouais. Ça aussi, c'est chiant. Plus de Python qui exclut les trucs à la fin, ça peut être une vraie... Tu as tout à fait raison. Ça, MK ça, auquel cas... Et c'est MK plus... Non, c'est ça. Auquel cas, LK plus 1, pardon. Major tous les éléments de L de 0 jusqu'à K plus 2. Et donc, on a bien raison de remplacer MK plus 1 par LK plus 1, ce qu'on fait dans l'algorithme. D'accord ? Et donc, NK plus 1 doit être égal à L de K plus 1, ce qui est bien ce que fait l'algorithme. On est d'accord? Votre algo, il fait ça, là. Si jamais... Donc, il y a un cas où vous ne faites rien. D'accord? Dans ce cas-là, vous ne faites rien. MK plus 1 est égal à MK. Et donc, MK plus 1 est bien le majorant de ça. D'accord? C'est le... Else, enfin, il n'y a rien ici, d'accord? Et dans ce cas-là, vous faites quelque chose et vous remplacez MK plus 1 par le maximum. Dans les deux cas, et on a fait l'intégralité des cas possibles, dans les deux cas, MK plus 1 majore bien L de 0 à K plus 2. On est d'accord? Et donc on a prouvé PK plus 1. On est au clair là-dessus? On est d'accord que c'est hyper lourd pour pas grand-chose? Voilà. Dans les deux cas, MK plus 1 est le maximum de L de 0 jusqu'à K plus 2. Et donc, on a montré PK plus 1. Alors, je ne sais pas si en maths, vous mettez une petite phrase là comme ça, en disant on a P0 et PK implique PK plus 1, donc vous mettez directement par principe de récurrence. Allez, à l'attaque. Voilà. Par principe de récurrence, P grand N. On est d'accord? C'est comme ça qu'il écrit, M. Lévy. Par principe de récurrence, on a P grand N, ou P grand N tout court. Ah, mais je m'en fous, moi, ce qui m'intéresse, c'est que P grand N, voilà. Ouais. Plus 2. Attention. Parce que c'est PK plus 1, donc il y a des machins qui se baladent. Je remercie Alicia pour sa perspicacité, parce que sinon je l'ai ramené jusqu'au bout. On est d'accord? Et comme on a P grand N, et qu'on a vu au départ que P grand N prouvait la correction de l'algorithme, alors, l'algorithme est correct. Vous voyez comment ça marche? Vous voyez aussi pourquoi on demande rarement ça au concours, parce que c'est chiant. Et que là, pour le coup, surtout pour un algorithme de type maximum, on a quand même sorti vraiment une réaction de bombe nucléaire pour pas grand-chose, quand même, globalement.
On comprend bien que physiquement, on scanne tous les trucs, et à chaque fois qu'on en trouve un plus grand, on prend le plus grand. Enfin, à l'arrivée, on va voir le plus grand, quoi. D'accord? Bon, on pige bien, quoi. Alors, il y a des fois où c'est vraiment important. Hein, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt parler de complexité aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de regarder sur votre poly. J'ai fait une démonstration de correction pour le principe d'Euclide. Pour l'algorithme d'Euclide, pardon, le principe d'Euclide, ça ne se démontre pas. C'est un principe pour l'algorithme d'Euclide qui est sur le fait que le PGCD de A et B, d'accord? Enfin, vous voyez, il y a tout l'algo. Et là, pour le coup, ça utilise des propriétés sur les algorithmes. Et le premier, on fait la propriété qu'on montre. La variante donc, c'est que le PGCD est conservé à chaque fois. C'est-à-dire que à chaque fois, le PGCD de la propriété, c'est que le PGCD de AKBK, c'est bien le PGCD de AB. D'accord? Jusqu'à ce que vous tombiez sur le dernier. Voilà. Donc c'est l'exemple 2, je vous renvoie à votre poly, je ne vais pas le refaire parce qu'il est probablement mieux fait sur votre poly copié, mais exemple 2, Euclide. Je vous renvoie à votre poly copié sur le sujet. C'est bon. Il est bien dessus? Tu confirmes, Antoine? C'est bon. Voilà, juste. Quand même, que je dise pas CF poly alors qu'il n'est pas dedans, mais je pense qu'il est dedans. Donc, regardez comment ça fonctionne. Je me forcerai à vous en donner dans vos DS respectifs, mais voilà quoi. D'ailleurs, à ce propos, comme c'est un peu court, vous aurez un DS d'informatique à la rentrée. Je sentais que la semaine prochaine, c'était un chouille short, d'accord? Par contre, il sera plus méchant, vu que vous avez les vacances pour réviser. Petite balance. Parce que vous avez un DS la semaine prochaine? Non, Vous avez physique samedi? Non, la semaine prochaine. C'est bon. Enfin, moi, je m'en fous, je suis pas Monsieur Doué, donc je peux pas discuter, quoi. Voilà. D'accord? Donc, ça, je vous en collerai un ou deux dans vos DS, histoire que vous ayez l'habitude d'en faire. Donc, je vous rappelle que, pour moi, les invariants de boucle, les variants de boucle, vous devez les trouver vous-même. Par contre, les invariants, on est censé vous les donner. Et on vous donne la propriété de montrer que la propriété marche, qu'elle vérifie bien la correction. Voilà, vous devez l'exploiter, mais on est censé vous la filer. Alors, j'écris... Oh, s'il vous plaît, on se reconcentre. J'écris ce que j'ai oublié d'écrire tout à l'heure. Donc, PK... Enfin, la suite PK, je ne sais pas comment on noterait ça. Je vais noter ça comme ça, enfin, c'est une espèce de suite, voilà. Donc c'est une suite de propres... Alors faites attention, contrairement au variant book, qui est une suite de nombres en général, PK, c'est une suite de propriétés. D'accord? Voilà. Donc PK s'appelle invariant de boucle. Oui. Je sais pas comment vous notez les suites. Comme ça, voilà, super. Voilà, PK. Voilà. Vous n'inquiétez pas, il n'y a pas UN, N appartient à N ou une connerie comme ça? Ça, c'est si on a une restriction sur N. D'accord. s'il appartient à N, on ne note pas. Ah bah là, il y a une restriction pour le coup. C'est ça, bah voilà, c'est Ah bah, si, voilà, faut le mettre. Là, il y a une restriction pour le coup. Puisque, encore une fois, ça n'atteint pas... voilà. Non mais c'est bien, je le mets dans les souliers de Monsieur Lévy, comme ça c'est parfait. Donc ça s'appelle un invariant de boucle, et donc vous voyez la différence entre les deux, hein. Le nom porte littéralement ce que ça fait. Le variant de boucle change obligatoirement à chaque boucle pour se cogner au plafond. L'invariant de boucle, au contraire, est une propriété qui doit rester identique, enfin qui doit être vérifiée en tout cas, à chaque itération, et qui doit vous mener à la correction de l'algorithme pour sa dernière version. On est clair là-dessus? Et donc, dernier paragraphe sur de l'algorithme théorique, grand 4, si je sais encore si je me souviens du paragraphe précédent. Grand 4. Complexité temporelle. Et je parlerai peut-être un peu de complexité spatiale à un moment donné ou à un autre, mais pour l'instant, voilà, je vais peut-être... Et spatiale. Voilà. Alors, vous vous souvenez de la définition d'un algorithme, je vous la rappelle. En fait, c'est un algorithme systématique qui consiste à résoudre un problème, d'accord, en un nombre d'étapes fini,
et surtout en un temps humainement acceptable. Donc on a traité le fait que c'était en un nombre d'étapes fini, que ça résolvait le problème de façon systématique, d'accord, grand 2, grand 3. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est en un temps humainement acceptable, d'accord. Alors, il s'avère que la majorité des algorithmes vont avoir une dépendance temporelle en fonction de la taille de vos objets d'entrée. D'accord ? Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, trier une liste, par exemple, d'accord ? C'est un algorithme qu'on verra ensemble à la rentrée. Si vous voulez trier une liste, si la liste, elle est de taille 1, vous imaginez bien que c'est un peu plus facile que si votre liste fait 4 millions de termes. D'accord ? Ce sera un peu plus long. Et en fait, il s'avère que cette dépendance, en fait, ce qu'on va chercher dans la complexité temporelle, c'est de savoir, grosso modo, alors à votre niveau, c'est vraiment au doigt mouillé, c'est grosso modo combien d'étapes ça va prendre en fonction de n, qui est la taille de votre objet. D'accord ? Donc voilà. Donc, on considère un algorithme. Donc, je ne sais pas si j'avais parlé de la taille des objets au départ ou si j'avais expédié ou si j'en avais pas parlé tout au début dans mon grand temps. Un tout petit peu, mais pas. Ok. Donc, on considère un algorithme, admettons en entrée un objet de taille n. Je mets taille entre guillemets parce qu'en fonction de votre objet, n peut avoir des significations différentes. Par exemple, ça peut être la taille d'une liste ou la taille d'une chaîne de caractères. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Par contre, ça peut être le nombre de chiffres d'un nombre. Si vous faites une multiplication, par exemple, vous savez que si vous multipliez deux nombres de taille n, vous avez en fait n carré opération. Et ensuite, vous avez n addition à vous coltiner. D'accord ? Donc vous avez n carré plus n opération à faire. Ça peut être le nombre de la taille du chiffre, mais pas en base 10, mais en base 2. Tout simplement parce que votre ordinateur faisant des calculs en base 2, c'est ça qui va changer. Or, manque de peau, il y a une dépendance, enfin voilà, en base 2, vos nombres font plus grand. D'accord ? Donc, le mot taille peut être pris de plein de façons différentes. D'accord ? Donc, ça peut être une taille de liste, ça peut être un nombre de chiffres, etc. Quand vous verrez les graphes, par exemple, pas l'année prochaine, cette année, pardon, c'est avec moi que vous voyez ça maintenant, on a changé. Quand on verra les graphes ensemble, ça peut être le nombre de sommets d'un graphe, ça peut être le nombre d'arêtes, enfin ça peut être c'est un nombre quelconque qui va caractériser la taille de votre problème. D'accord ? Donc le truc est relativement simple. On appelle complexité temporelle une grandeur qu'on va appeler T indice n ou T2n, ça dépend, il y a deux notations différentes, qui est tout simplement en fait le nombre d'étapes élémentaires que votre algorithme va prendre. Donc en général, quand on parle d'étapes élémentaires, surtout les étapes les plus gourmandes, si vous voulez vraiment faire des trucs très fins, en général, on sépare les étapes. C'est-à-dire que vous avez des contributions différentes. Par exemple, quand vous faites un calcul, et bien en fait, une addition ne consomme pas le même temps qu'une multiplication. Donc en fait, quand on fait vraiment de l'algorithmique et qu'on cherche la complexité des algorithmes de façon fine, on va dire voilà, ça consomme tant d'addition, ça consomme tant de multiplication, ça consomme tant d'affectation. Et ensuite, on essaie de calculer quelque chose. Nous, on ne rentrera pas dans ces détails-là. On va essayer juste de regarder le nombre d'étapes. Donc on appelle T de n le nombre d'étapes élémentaires que demande l'algorithme voilà, pour se terminer. Alors faites très attention, ça peut être tout simplement le nombre de boucles, donc ça peut être grand N en fait, mais vous pouvez avoir à l'intérieur plein d'autres étapes, diverses et variées, d'accord, dans cette histoire-là. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, vous dites, en fait, une étape élémentaire, c'est une cadence de processeur, et puis vous multipliez ou 100 ou machin chose, d'accord, et ça vous donne des idées en tout cas du temps que vous allez prendre. Alors, c'est plus au programme, mais je la fais quand même. On appelle S de n l'espace mémoire que votre algorithme va prendre au milieu pour faire la même chose. Alors, il est très très rare avec les ordinateurs d'aujourd'hui que ce soit l'espace mémoire qui pose problème. Souvent, c'est vraiment le temps qui pose problème, simplement parce que l'espace mémoire est quelque chose qui a connu un développement plus rapide que le temps de calcul. Néanmoins,
Il s'avère qu'il y a quelques algorithmes où c'est l'espace mémoire littéralement qui pose problème. D'accord. Donc on appelle S de n, donc le... mais non, c'est pas... Oui. C'est quoi on appelle, c'est... J'ai oublié un bout en fait. Ça s'appelle la complexité temporelle. Pardon. Excusez-moi, il faut quand même que je dise comment ça s'appelle à l'arrivée. Voilà, c'est ça. Donc on appelle S de n l'espace mémoire. L'espace mémoire requis. Et donc ça s'appelle la complexité spatiale. Donc nous, on va s'intéresser essentiellement à la complexité temporelle. Alors, à partir du moment où on est assez grossier dans cette évaluation, c'est-à-dire qu'en fait, on parle d'étapes élémentaires, c'est-à-dire que grosso modo, une addition, une multiplication, une affectation, tout ça, c'est le même délire. En fait, on ne cherche pas à avoir un truc très très fin dans l'expression de T de n. En fait, ce qu'on va essayer de trouver, c'est un espèce de truc qui va majorer au plus près, une espèce de tendance asymptotique qui va majorer au plus près T de n lorsque n est grand. Donc l'idée est la chose suivante, on s'intéresse ici à la complexité. Alors, on a deux caractéristiques. Asymptotique, c'est-à-dire que n est grand. Et aussi dans le pire des cas. Alors il s'avère qu'en fait, il y a trois types de complexité, d'accord? Donc c'est par opposition au meilleur cas et au cas moyen. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ça. Nous, on s'intéressera toujours au pire des cas, c'est celui-là qui est au programme, mais je serai obligé de parler du cas moyen quand on fera les méthodes de tri. Imaginez, vous cherchez un objet dans un tiroir, d'accord? Et un tiroir tout en longueur, d'accord? Voilà, vous cherchez votre paire de chaussettes préférée dans un tiroir très très long, d'accord? Quel est le meilleur des cas? Ouais. Elle est au début du tiroir, d'accord? Quel est le pire des cas? Non. Elle n'est pas dedans. C'est le pire des cas, d'accord? Voilà. Littéralement, c'est le pire des cas, ça vous prend une étape de plus à chaque fois. Et quel est le cas moyen, grosso modo? Ouais, mais donc, grosso modo, statistiquement, ça sera à peu près n sur 2, où n est la taille de votre tiroir. D'accord? Voilà. Donc nous, on s'intéressera majoritairement au pire des cas, là en l'occurrence, combien de temps ça vous prend si jamais le truc n'est pas dedans. Voilà, donc vous videz tout le tiroir, vous faites bah merde, voilà, c'est terminé. Voilà, c'est pas dedans. Voilà. On rajoute pas l'algorithme de plus qui est que vous retournez toute votre barre pour trouver votre paire de chaussettes Mickey préférée, d'accord? Voilà, mais c'est ça l'idée. Le caractère asymptotique, c'est juste que grosso modo, tous les détails du type je regarde la chaussette, on s'en fout, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est que vous allez avoir 7 millions de chaussettes dans cette histoire, d'accord? Et qu'en fait, grosso modo, c'est le nombre de fois que vous allez sortir une paire. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez cette notation-là? Grand O. La domination. D'accord? Voilà. Vous connaissez Grand O? C'est bon? Vous avez fait ça ce matin. Alors, c'est timing parfait quand même. Vous allez voir un peu. Alors, Grand O, c'est un truc qui vous raconte la domination. Ok? En général, la complexité est notée en grand O, c'est-à-dire qu'on cherche un grand O de n, mais c'est pas ça qu'on cherche, en vrai. Parce que la domination, c'est pas intéressant. Tout simplement parce que, je vais vous dire pourquoi. En fait, à peu de choses près, quel que soit l'algo, T de n est un grand O de, je sais pas moi, exponentielle de factoriel n. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver une fonction tellement bâtard que grosso modo ce soit un grand O de quelque chose. Vous êtes d'accord que ceci ne vous donne aucune information là-dessus? Aucune. D'accord? C'est comme si vous allez, je sais pas, vous allez chez Ikea par exemple, vous voulez acheter une bibliothèque, vous demandez au vendeur la hauteur de la bibliothèque, ça rentre chez vous, et le mec lui dit bah ça doit être plus petit que 8 km quoi. Vous vous en doutiez, vous en avez rien à foutre et ça vous apporte absolument rien dans cette histoire. Donc en fait, trouver une domination, d'accord? Trouver une domination vous intéresse absolument pas. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce qu'on appelle la domination au plus près.
La domination au plus près, c'est la chose suivante. Je vais vous la définir ici. Donc, on définit l'opérateur de Landau par f égale grand θ de g, si et seulement si f est un grand taux de g et g est un grand taux de f. C'est un grand θ, tout à fait. On va le voir en maths ou c'est Non, c'est un truc d'informaticien, et en plus, ces informaticiens, comme c'est des sales cons, ils appellent ça grand taux. Alors que c'est un θ. D'accord? Voilà. Ah, mais c'est fait exprès que ce soit un θ. Je ne sais pas. Mais ce Mais que je veux dire, c'est que c'est vraiment un θ. c'est un grand θ, oui, c'est un grand θ. Mais c'est un grand θ, c'est pas un petit θ. C'est-à-dire que la barre, elle est... Enfin voilà, c'est au milieu. Tout le monde comprend ça? En fait, les deux peuvent être dominants, d'accord? Vous vous souvenez de la démonstration, hein? C'est que, en gros, ça signifie que f sur g, que f est équivalent à g à peu de choses près, d'accord, dans ces histoires-là. Vous vous souvenez de la définition d'équivalence, c'est qu'il existe un certain rang au-delà duquel f est systématiquement inférieur à g, à un facteur multiplicatif près. Et donc, vous pouvez jouer sur les facteurs multiplicatifs pour que, grosso modo, ça se passe bien, d'accord? Voilà. Donc, je vais vous donner... Donc, on va prendre quelques exemples pour vous voyez comment ça marche, d'accord? Et en particulier des exemples polynomiaux, d'accord? Donc, par exemple, si je prends 4x cube, j'ai dit, plus 2x carré, plus 1. Ça, c'est un... Alors, vous êtes d'accord que... je vais mettre des n, pardon. Voilà, on s'en fout, ouais. Ça, vous êtes d'accord que c'est un grand taux, par exemple, de n puissance 4, ou de n puissance 15 000, ou de exponentielle n. On est d'accord? Mais c'est par contre un grand θ de quoi, à votre avis? À votre avis, quel est le comportement asymptotique qui domine ça, mais au plus près? Ouais, tout simplement. NQ. Voilà. En gros, ça revient essentiellement à trouver le terme dominant et de virer tous les facteurs constants devant. Donc c'est encore plus brutal qu'un équivalent. Vous savez que ça, c'est équivalent à 4n cube. D'accord? Et bien, ce sera un grand θ de NQ. C'est pas très compliqué en fait les grands θ. C'est vraiment, vous virez tout ce qui est dominant et on est parti. Et en fait, ce que vous devez retenir tout simplement, c'est qu'il y en a un certain nombre et vous devez connaître en fait leur domination. C'est-à-dire que par contre, il y a des comportements qui dominent nettement les autres. Donc là, je vais vous les donner. On a les dominations suivantes par ordre croissant. Par ordre croissant. Donc en gros, à chaque fois, le suivant domine nettement le premier. Mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Oui. Probablement. Je suppose que j'ai dû mettre la même chose. Alors, vous avez grand θ de 1. Donc grand θ de 1, ça signifie en fait que votre processus est indépendant de n. Autrement dit, quelle que soit la taille de votre liste, ça, ce truc-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le temps constant. Ça porte un nom. Donc, je vous déconnecte les noms à chaque fois. D'accord? Ce qui va dominer ce truc-là, c'est pas extrêmement compliqué, c'est tout logarithme de n. Je rappelle que tous les logarithmes en notation de Landau, c'est la même chose, puisque je vous rappelle que tous les logs, quelle que soit la base, sont définis à un facteur multiplicatif près. Donc si vous êtes en log en base de n, c'est comme si vous étiez en logarithme népérien de n, etc. on s'en fout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance logarithmique. Donc un algorithme qui est comme ça est moins gourmand temporellement qu'un algorithme qui est comme ça. D'accord? Celui d'après, à votre avis, qu'est-ce qui domine dans les trucs de base, le log? Ouais. N, effectivement. Alors, petite remarque, l'idée n'est pas de faire une liste de toutes les fonctions existantes et de tous les trucs, c'est des choses qui sortent naturellement en algorithmique. Donc celui d'après, c'est celui-là. Ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle une complexité temporelle linéaire, tout simplement parce que c'est en n. Ensuite, vous avez celui d'au-dessus, qui est n log de n. Donc ça, c'est coincé, en fait, entre les diverses puissances. Ce truc-là porte un nom, ça s'appelle linéaro-logarithmique.
Donc oui, vous ne le connaissiez pas, non, c'était pas compliqué. D'accord? Ensuite, vous avez n carré qui porte un nom. Ouais. Qui est effectivement quadratique. Une complexité quadratique. Donc, et ensuite, vous avez les autres qui ne portent pas de nom. Vous avez n puissance alpha, avec alpha strictement plus grand que 2. Donc, et là, on dit tout simplement en n cube, en n4, en n machin. D'accord? Et ensuite, vous avez les trucs désagréables, 2 puissance n. Et encore plus désagréables, factoriel n. Donc ça, c'est... Donc celui-là, il n'y a pas de nom. Ça, c'est une dépendance exponentielle. D'accord? Et ça, c'est une dépendance factorielle. Alors le truc est relativement simple, j'en reparlerai jeudi puisque là on a quasiment terminé. Mais le but du jeu, vous vous souvenez, je vous parlais d'algorithmes qui doivent se terminer en temps humainement acceptable, on est d'accord? Ce que ça vous raconte, c'est qu'au-delà de ça, voir si vraiment n n'est pas trop grand de n cube, vous ne touchez pas. Autrement dit, un algorithme de complexité 2 puissance n, ou a puissance n de manière très générale, n'est pas un algorithme envisageable. D'accord? Et je ne parle même pas de ça. Je peux vous donner, et vous regarderez dans votre police si vous voulez, on en parlera très rapidement jeudi, mais je peux vous donner Je peux vous donner les temps. J'ai fait un petit calcul, c'est un petit tableau que j'ai fait il y a... Imaginons par exemple que vous ayez un tableau qui fait 50 entrées, d'accord? 50, c'est pas mortel 50, on est d'accord? C'est pas foufou, hein? Et que grosso modo vous arriviez à traiter une opération toutes les 10 puissance moins 9 secondes, autrement dit 1 milliard d'opérations par seconde, d'accord? Eh bien un algorithme en complexité factorielle vous prendra 10 puissance 47 siècles. Ça va, on a le temps quoi, d'accord? Donc je vous rappelle que distance 47 siècles, la probabilité que l'univers existe encore est quasiment nulle, d'accord? Voilà. Ouais. Ça, c'est avec les machines actuelles, c'est ça? Bah, en fait, j'ai pris un espèce de truc un peu à la louche, mais de toute façon, ça ne veut pas dire grand-chose, qui est qu'on a un processeur à 1 GHz, et que donc on a une opération élémentaire, enfin on a 10 puissance 9 opérations élémentaires. C'est ce que j'ai fait, je crois. Il faut que je regarde les hypothèses de mon calcul. 10 nanosecondes, donc d'accord, donc c'est un peu moins que ça, voilà, donc c'est 10 puissance 8. C'est vraiment parce qu'une opération en Python concentre des dizaines, voire des centaines, voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste pour avoir des ordres de grandeur. Et en particulier, il faut bien que vous compreniez que ces deux derniers-là, c'est vraiment prohibitif. Dès que n devient un peu grand, c'est pas un peu grand au sens 1 million, c'est au sens quelques dizaines. En particulier, il y a un algorithme qu'on va voir ensemble, soit à la fin de l'année, soit que vous verrez en début d'année prochaine, qui s'appelle l'algorithme de Dijkstra, qui cherche à résoudre le problème du voyageur. Le problème du voyageur, c'est que vous avez n villes, et vous cherchez quel est le chemin le plus court pour parcourir les n villes. Ça, c'est pas très compliqué. Vous avez un point de départ, d'accord? Donc ensuite, vous avez n-1 choix. Puis ensuite, une fois que vous en avez choisi un, vous avez n-2 choix. Puis ensuite, vous avez n-3 choix. Ça commence à ressembler forcément à une factorielle n, d'accord? Et donc, l'algorithme naïf qui consiste à dire je vais chercher tous les chemins et prendre le plus court, c'est un algorithme en factoriel n, d'accord? Si vous avez 15 villes, ça vous prend 3h40. Si vous avez 50 villes, ça vous prend 10 puissance 47 siècles. Si vous avez 36 000 communes, d'accord, c'est pas la peine. Je vous rappelle que quand vous utilisez Google Maps pour trouver un trajet d'un point A à un point B, il utilise un algorithme comme ça, qui s'appelle l'algorithme de Dijkstra, où les nœuds ne sont pas les nombres des villes, mais les intersections entre chaque route. Je ne sais pas si vous avez une vague idée de la valeur de n dans ce cas-là. D'accord? Et factuellement, c'est pas en factoriel n, parce que sinon, vous serez mort avant même d'avoir démarré votre bagnole. D'accord? Voilà. Okay. Donc il faut autre chose, il fait ce qu'on appelle l'algorithme de Dijkstra, ça marche très bien. Voilà. Et on verra ça à la fin de l'année. Enfin, plutôt l'année prochaine. D'accord? Donc on continuera et on terminera ce truc-là jeudi. D'accord? Donc je gratterai un peu, je commencerai la récursivité également. Et donc je vous rappelle que vous avez un DS d'informatique à la rentrée.